La flamme vacillante de la bougie sur la table de chevet projetait une lueur orange frémissante au plafond. La seule lumière à laquelle Julien faisait encore confiance depuis que le réseau électrique du village avait lâché 2 jours plus tôt. L'obscurité ne le dérangeait pas vraiment. C'était le silence qu'il ne supportait pas. C'était une couverture lourde, étouffante, qui pesait sur la vieille maison, un silence si profond qu'on aurait dit que les murs retenaient leur souffle. Il remonta la couverture de laine jusqu'à son menton, écoutant le tambourinement frénétique de son propre cœur. Ses yeux étaient fixés sur la petite boîte ornementée posée sur la commode, de l'autre côté de la pièce. Elle était fermée. Il l'avait enveloppée dans une serviette épaisse, placée dans une caisse à outils métallique, avait verrouillé la caisse et l'avait enfouie au fond de l'armoire. Cela n'avait servi à rien. Entre minuit et son effondrement épuisé dans le lit, elle avait réapparu sur la commode. Elle était toujours là. À attendre, la mélodie jouait à 2h13 chaque nuit depuis 3 semaines. Pas un carillon, pas un tintement simple, mais une berceuse complexe, enfantine, qui semblait se faufiler sous les cadres de porte et ramper sur le plancher. C'était un son qui semblait humide et froid, comme des doigts faits de pierres de cave humide, traçant l'intérieur de votre oreille. Il regarda les aiguilles lumineuses de sa montre-bracelet ancienne, un cadeau de la grand-mère dont il habitait désormais la maison. 2h12, 1 minute. Il lui restait 1 minute. Julien serra les paupières. « C'est juste un ressort cassé », murmura-t-il à la pièce vide. Sa voix semblait pathétique, avalée immédiatement par l'air épais. Un défaut mécanique, la dilatation thermique, la contraction par le froid, la physique. Les excuses avaient un goût de cendre dans sa bouche. La physique ne pouvait pas expliquer pourquoi la mélodie jouait alors que la boîte était fracassée, son délicat cylindre de laiton exposé à l'air, aussi brisé qu'un oiseau au cou cassé. Il avait pris un marteau pour la détruire la 5e nuit. La nuit suivante, la mélodie jouait depuis les morceaux brisés, une harmonie fracturée, discordante, infiniment pire que l'original, point 2h13. Clic. Un son doux, mécanique. Il ne venait pas de la commode cette fois. Il venait du plafond, juste au-dessus de son visage. La berceuse commença, une cascade douce et cristalline de notes, qui lui était intimement familière maintenant. Mais ce soir, elle était différente. Ce n'était pas seulement de la musique. Il y avait une voix tissée dans la mélodie, un fredonnement aérien et aigu qui suivait la mélodie avec un retard léger et affolant. C'était la voix d'un enfant essayant de se souvenir d'une chanson entendue dans un rêve. Un mauvais rêve. Le souffle de Julien se bloqua dans sa gorge, devenant une boule solide et douloureuse. Il pouvait voir sa propre terreur reflétée dans la vitre sombre de la fenêtre, un visage pâle et fantomatique aux yeux creux. Il était un homme de 28 ans, un écrivain cherchant la paix pour finir son premier roman, réduit à un enfant tremblant caché sous ses couvertures. Il avait emménagé au village de Stillwater 1 mois plus tôt, après l'enterrement. Il n'avait aucun souvenir de sa grand-mère, Céleste. Sa mère avait fui cette maison à 18 ans et n'en avait jamais parlé, ses lèvres scellées d'un silence plus rigide que le dogme. Quand le notaire avait appelé, lui remettant les clés d'une maison intacte depuis près de 40 ans, Julien y avait vu un signe, un endroit gratuit et isolé pour écrire. Une rupture nette, la maison était une relique victorienne, lourde de poussière et des fantômes de meubles oubliés drapés de drap blanc. L'air sentait la lavande séchée et quelque chose de plus piquant, une odeur métallique comme de vieux centimes. Le rez-de-chaussée était un musée d'une vie qu'il n'avait jamais connue, mais c'était le grenier qui l'appelait, une attraction ressentie dès l'instant où il s'était tenu au bas de l'escalier étroit et raide. Le 2e jour, il monta ses marches.
Le grenier était une caverne d'ombre, peuplée de piles chancelantes de cartons à chapeau, de chevaux à bascules cassées et d'armoires qui se dressaient comme des sentinelles silencieuses et attentives. Les grains de poussière tourbillonnaient dans l'unique ray de lumière d'une lucarne ronde et crasseuse. Et là, sur une petite table à piédestal recouverte de velours, au centre exact de la pièce, se trouvait la boîte à musique. Elle était d'une beauté à couper le souffle, faite de noyers sombres et polis. Son couvercle était incrusté d'une mosaïque délicate de ce qui semblait être du bois blanc comme l'os, formant la silhouette d'une jeune fille endormie. Il tendit la main, ses doigts attirés par le fermoir argenté terni. Il était froid, anormalement froid, comme touché de la viande congelée. Il actionna le fermoir. Le couvercle s'ouvrit sans un bruit, et la mélodie commença. Ce n'était pas le son métallique et grêle d'une boîte à musique ordinaire. C'était une musique riche, résonnante, qui emplit tout le grenier, une berceuse douce et enfantine, à la fois magnifique et profondément, fondamentalement anormale. Les notes se pliaient d'une manière qu'elles n'auraient pas dû, glissant les unes dans les autres comme un disque vinyle voilé joué à la mauvaise vitesse. À l'intérieur de la boîte, il s'attendait à voir un mécanisme à cylindre et peigne. Au lieu de cela, l'intérieur était tapissé de velours décoloré et déchiré, et au centre, reposant sur un petit coussin taché, se trouvait un minuscule miroir fêlé. La mélodie semblait émaner du miroir lui-même. Une vague de nausée le submergea, un vertige froid et étourdissant. Il claqua le couvercle. La musique s'arrêta instantanément, une coupure aussi absolue qu'une guillotine. Sa main tremblait. Il se dit que c'était une pile. Ça devait être une restauration ancienne haut de gamme, un détecteur de mouvement, un haut-parleur caché. N'importe quoi sauf de la magie. N'importe quoi sauf du réel. Cette première nuit, la mélodie le réveilla à 2h13. La boîte était sur sa table de nuit, fermée. Il n'y avait pas touché. Il ne l'avait même pas descendu du grenier. Maintenant, des semaines plus tard, en écoutant le fredonnement venant du plafond, il ne pouvait plus faire semblant. Le son se déplaçait, les notes traînantes grattaient le plâtre au-dessus de lui, se dirigeant vers le couloir. Puis vinrent les pas. Au plafond, boum, boum, un pas, puis le bruit de quelque chose de mou et de lourd traîné, comme une petite jambe boiteuse. Les pas traversèrent le plafond au-dessus de son lit, passèrent au-dessus de l'encadrement de la porte et commencèrent leur descente méthodique et terrible le long du mur du couloir. La berceuse et le fredonnement s'estompèrent légèrement, jouant maintenant juste derrière la porte fermée de sa chambre. Julien était désormais assis bien droit, la couverture serrée dans ses poings, chaque muscle de son corps tendu au point de rompre. La flamme de la bougie vacilla dans un courant d'air qu'il ne pouvait pas sentir, plongeant la pièce dans un chaos vacillant de lumière et d'ombre. Il regarda l'interstice sous la porte de la chambre. 2 doigts d'ombre, puis 3. Quelque chose se tenait là. La berceuse était à son paroxysme ici, un concert pour un seul, joué pour un public composé d'un homme terrifié et de l'obscurité. Puis, un murmure, non pas de derrière la porte, mais de la boîte à musique elle-même, de retour sur la commode. Une voix d'enfant, limpide et froide comme un étang en plein hiver. « Tu n'es pas elle. » La bougie mourut. Une fine volute de fumée s'enroula dans l'obscurité absolue. La musique s'arrêta, le fredonnement s'arrêta. La présence à la porte recula, ses doigts d'ombre se retirant dans le vide. Julien resta assis dans le noir, immobile comme une pierre, jusqu'à ce que la lumière grise d'une aube sans soleil saigne à travers la fenêtre. Il devait savoir. Il ne pouvait pas combattre un ennemi qu'il ne comprenait pas. Le refus des voisins de parler était un mur qu'il devait abattre. Cet après-midi-là, il se retrouva sur le seuil d'une chaumière qui semblait se détourner de la route principale.
ses fenêtres comme des yeux chassieux et fuyants. Une vieille femme nommée Madame Albright répondit à son cou hésitant. Son visage, un réseau de rides profondes et de suspicions noires, devint pâle quand elle le vit. « Vous êtes le petit-fils de Céleste, dit-elle. Ce n'était pas une question. Son petit-fils, Julien. Il frissonnait, malgré la fraîche journée d'automne. « S'il vous plaît, je dois savoir. La boîte à musique, la petite fille sur les photographies, qui était-elle » À la mention de la fille, Madame Albright eut un mouvement de recul comme s'il lui avait craché dessus. « Nous ne parlons pas d'elle. » Elle commença à fermer la porte. Ses mouvements rapides et paniqués, Julien coinça son pied dans l'entrebâillement. « Il y a quelque chose dans ma maison, chaque nuit. Je ne partirai pas avant que vous ne me le disiez. » Elle fixa son pied, puis son visage. Son expression était un mélange terrible de pitié et d'effroi. Il y avait une fille, la sœur de Céleste, un bébé sur le tard, né alors que Céleste était déjà une jeune femme. Les parents sont morts et l'enfant est resté avec Céleste. Elle s'appelait Elara. Que lui est-il arrivé? Les yeux de Madame Albright dérivèrent vers le haut, vers la forme sombre de la maison de sa grand-mère sur la colline. Sa voix tomba dans un murmure de papier froissé. Quelque chose a changé dans l'enfant. Elle n'était pas normale. Une maladie de l'âme. Les gens disaient que la boîte à musique était la seule chose qui pouvait calmer ses crises. Céleste a tout essayé. Des médecins, des prêtres. Ils ont tous échoué. Elle s'interrompit, son regard revenant brusquement sur Julien, avec une intensité soudaine et aiguë. Un jour, l'enfant a tout simplement disparu. Céleste a dit qu'elle l'avait envoyé dans un hôpital spécial à l'étranger. Mais nous savions tous. Saviez quoi? Insista Julien, le cœur battant la chamade. La musique, elle ne s'est jamais arrêtée. Nous l'entendions depuis la maison pendant des années, toujours la nuit. Une berceuse pour les morts. Elle se pencha, son haleine sentant la terre sèche et le thé éventé. Elle ne doit pas être rappelée, oubliée est la seule miséricorde. Votre grand-mère ne l'a pas envoyée ailleurs, elle l'a gardée, et en la gardant, elle a créé un enfer qui a maintenant un nouveau gardien. Arrêtez d'écouter, arrêtez de regarder. C'est la seule façon de survivre. Et sur ces mots, elle lui claqua la porte au nez, le bruit formant un point final retentissant. Il devait trouver une preuve. Il déchira la maison ce jour-là, non plus en écrivain appliqué, mais en archéologue désespéré déterrant une malédiction. La lumière du jour, aussi faible fut-elle, lui donna un élan de courage. La mélodie n'était plus seulement une visiteuse nocturne. Elle saignait dans le jour. À 15h17, elle joua doucement depuis la cuisine pendant qu'il se préparait un sandwich. À 11h04, elle carillonna derrière le miroir de la salle de bain. Les intervalles diminuaient. Il finit par arracher une lame de parquet gondolée sous le lit à baldaquin de sa grand-mère. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en fer blanc, rouillée au coin. Elle contenait un seul journal, intime relié en cuir. Les pages étaient cassantes, couvertes d'une écriture frénétique et arachnéenne qui commençait propre et dégénérait graduellement en griffonnage désordonné et terrifié. Il s'assit dans le salon poussiéreux, la lumière de l'après-midi mourant dehors, et lut la confession de Céleste jour 1. La boîte à musique est arrivée aujourd'hui. Une antiquité de la vente de succession. Elara l'adore. C'est la première fois que je la vois sourire depuis des mois. Elle dit que la dame dans le miroir lui chante des chansons. Jour 15. La mélodie me trotte dans la tête. Elle joue toute la nuit. Elara dit que la dame dans le miroir a un nom maintenant. Elle l'appelle la gardienne. Elle dit que la gardienne veut un nouvel ami. Je dois me débarrasser de la boîte jour 30. J'ai enterré la boîte dans le jardin. Elle était de retour dans le lit d'Elara le lendemain matin. Elle a ri de moi. Ce n'était pas un rire d'enfant. C'était vieux et entendu.
Quelque chose regarde à travers ses yeux. Jour 45. L'enfant n'est plus ma sœur. C'est un réceptacle. Aujourd'hui, elle a essayé de me pousser dans les escaliers. Sa force était inhumaine. Je ne peux pas appeler un médecin. Que pourrais-je dire? J'ai verrouillé la porte du grenier. Je l'entends là-haut, chanter la mélodie, sans arrêt. Elle n'a pas mangé depuis 2 semaines. Elle n'est pas vivante. Elle n'est plus vivante depuis un moment. Jour 52. Je suis une meurtrière, mais pas d'une enfant. J'ai tué ce qui portait sa peau. J'ai scellé le grenier. J'ai muré la porte depuis le palier intérieur, recouvert de papier peint. La musique joue toujours, mais elle est plus faible maintenant. Le miroir dans la boîte doit rester avec elle. C'est sa fenêtre. C'est sa porte. Je suis tellement désolée. Je suis tellement désolée. La musique joue pendant que j'écris ceci. Elle vient de l'intérieur des murs. L'entrée du journal s'arrêtait en pleine phrase, le trait de plume glissant sur la page en une ligne violente et saccadée. Julien lâcha le journal. Un souvenir, réprimé par la logique, explosa dans son esprit. L'étrange, long mur du couloir à l'étage, celui avec le papier peint à fleurs chargé qui semblait plus neuf que le reste. Il n'y avait pas de pièce derrière. C'était un mur porteur, avait-il supposé. Une horreur froide et déterminée emplit ses veines. Il trouva un lourd chandelier en fer dans le salon et monta les marches. La mélodie jouait maintenant, un fredonnement constant et doux venant de chaque coin de la maison, vibrant dans le plancher, dans ses dents. Ce n'était plus 2h13. C'était la bande-son de sa vie entière. Il se tint devant le mur fleuri et balança le chandelier. Le plâtre se brisa avec un craquement creux et sinistrement facile. Il frappa encore et encore, arrachant le trou à main nue, sans se soucier de la poussière et des éclats de vieux bois qui lui mordaient la peau. Il retira un grand panneau, révélant de vieilles briques striées de rouge et du mortier friable. C'était là. Sa grand-mère avait scellé l'escalier du grenier. Il regarda l'espace qu'il avait ouvert. Il y faisait noir, un vide qui aspirait la lumière du couloir. Un courant d'air froid et fétide, sentant la moisissure, la pourriture et un parfum douceâtre de fruits pourris, le submergea. Et depuis l'obscurité, plus fort maintenant, venait la berceuse. Le fredonnement enfantin était plus clair que jamais, rejoint par une seconde harmonie, plus profonde, qui vibrait dans les murs. Le son de quelque chose qui respirait, qui attendait. Il recula en titubant, la poitrine allaitante. Le miroir dans la boîte à musique était une fenêtre. Il devait fermer la fenêtre. Cela semblait si simple maintenant, une logique folle et désespérée née de la terreur pure. Il courut vers sa chambre, là où la boîte à musique était posée, ouverte, sur la commode. Le miroir fêlé à l'intérieur ne reflétait plus le plafond. Il montrait une pièce, un espace de grenier sombre et pourrissant avec une lucarne crasseuse. Le reflet n'était pas de cette maison. C'était une image en direct de l'autre côté. Et au centre de ce reflet sombre, petite et parfaitement immobile, se tenait la silhouette d'une petite fille. Julien tendit la main vers le couvercle pour le claquer. L'instant où ses doigts touchèrent le bois, une explosion d'air glacial, épais de l'odeur d'une tombe, jaillit de la boîte. La mélodie explosa en volume, un hurlement assourdissant et jubilatoire de musique. Une voix d'enfant, qui n'était plus un murmure, cria de l'intérieur de la boîte, de l'intérieur des murs, de l'intérieur de sa propre tête. « Tu m'as trouvé! Maintenant tu me gardes !» Le couvercle de la boîte se referma tout seul avec un bruit d'os brisé. La mélodie ne s'arrêta pas. Elle devint le battement de cœur de la maison, un rythme sans fin, cyclique, terrifiant. Les murs du couloir commencèrent à répercuter et d'amplifier le son, le plâtre bombant et se fissurant comme si la maison elle-même gonflait d'une vie monstrueuse et musicale. Un fredonnement grave et profond venant du grenier ébranla le sol. Une symphonie des damnés, la porte du grenier,
La vraie porte du grenier qu'il avait utilisée la première fois, au bout du couloir, s'ouvrit violemment avec une telle force que la poignée s'encastra dans le mur. Une vague d'air glacial et fétide se déversa. L'air était vivant. Il respirait. Julien se tenait cloué sur place, tenant la boîte désormais silencieuse mais vibrante. Il devait regarder. La compulsion était une maladie. Il baissa les yeux vers le minuscule miroir fêlé. Le reflet n'était plus une pièce lointaine. C'était le couloir derrière lui. Il vit son propre dos, voûté et terrifié. Et pressée directement contre son dos, souriante, se tenait une fille. Sa peau était du gris des vieux champignons, sa robe un tablier sale et en lambeaux. Ses cheveux étaient clairsemés, sans couleur, et ses yeux n'étaient pas des yeux. C'étaient deux puits sombres et sans fond qui reflétaient l'image de la boîte à musique elle-même. Son sourire était trop large, fendant son visage d'une manière anatomiquement, horriblement anormale. Dans le miroir, elle leva sa main. Ses doigts étaient trop longs, articulés en des endroits impossibles, avec des ongles de terre noire et mouillés. Elle plaça un long doigt froid sur ses lèvres en un chu silencieux. Il sentit la pression glacée de ce doigt sur sa propre peau, un cercle de glace sur sa bouche tremblante. Il leva lentement les yeux du miroir. Il pouvait la voir maintenant dans les bords de la pièce, un tour de la lumière déclinante, un vacillement dans sa vision périphérique. Il refusa de se retourner. Avec une dernière et désespérée poussée de volonté, il courut. Il dévala les escaliers, la musique hurlant autour de lui, une pression physique qui fit popper ses oreilles et les fit saigner. Il se précipita par la porte arrière dans le jardin envahi par la végétation. Silence. Un silence instantané, complet, assourdissant. Pas le cri d'un grillon, pas le bruissement d'une feuille. Le monde était une photographie. La maison derrière lui, une silhouette sombre et silencieuse, ressemblait exactement à ce qu'elle était le jour de son arrivée. La porte d'entrée, celle par laquelle il venait de sortir en trombe, était fermée. Il essaya la poignée. Elle était verrouillée. Il contourna la maison, fermée. Chaque fenêtre, chaque porte, chaque échappatoire potentiel, scellé de l'intérieur. Il était dehors, mais il n'était pas libre. La mélodie recommença, un air faible et moqueur joué de très très loin. Le lendemain matin, une brume s'accrochait au village, un linceul gris et humide. Deux policiers, appelés par un facteur inquiet qui avait remarqué le courrier accumulé, utilisèrent un bélier sur la lourde porte d'entrée en chêne de la vieille maison de Céleste. Elle s'ouvrit à la volée avec un grincement. L'intérieur était immaculé. La poussière flottait dans des rayons de soleil ordinaires. Les meubles étaient encore drapés de leurs draps blancs. C'était la maison d'une femme morte, intacte, silencieuse, trop silencieuse. Un son, une douce berceuse enfantine, jouait faiblement quelque part au plus profond des murs. Une mélodie sans source. Sur la lourde table d'acajou de la salle à manger, au centre de la pièce autrement vide, se trouvait la boîte à musique. Elle était ouverte. L'un des agents, un jeune homme nommé Benoît, s'en approcha, le faisceau de sa lampe torche tremblant. Il regarda à l'intérieur, un minuscule miroir fêlé. Il vit son propre reflet inquiet, poussiéreux et fatigué. Cela semblait normal. Il faillit se détourner. Puis il vit quelque chose dans le coin du reflet qui lui glaça le sang. Un homme, jeune et hagard, se tenait juste derrière son épaule gauche. Il était parfaitement immobile. Il souriait, un sourire vide et étiré qui n'atteignait pas ses yeux. C'était le visage d'un homme qui avait été évidé et rempli de quelque chose d'autre. Une figure de cire avec une âme faite de parasites et de poussière. C'était l'homme du rapport de personnes disparues qu'ils avaient trouvé sur le siège passager de la voiture. Julien, Benoît se retourna brusquement, un cri bloqué dans sa gorge. Il n'y avait personne derrière lui. « T'as vu quelque chose ?» demanda son coéquipier depuis l'embrasure de la porte.
Benoît regarda de nouveau dans le miroir. Le reflet de Julien ne souriait plus. Il hurlait maintenant, un hurlement silencieux et éternel de terreur, frappant ses poings contre l'autre côté du verre. Et derrière lui, vaste et dévorante, une forme de pure obscurité articulée se penchait. Deux yeux semblables à des puits, emplis d'un milliard de minuscules reflets tourbillonnants de visages hurlants, regardaient hors du miroir, au-delà de Benoît, au-delà de la maison, au-delà du village, dans un monde qu'elle venait d'être invitée à pénétrer. Une longue et dernière note musicale fredonna, un son de fin infinie et patiente. Benoît lâcha la boîte. Le couvercle se referma en claquant. La mélodie s'arrêta. Mais dans le silence qui suivit, un nouveau son naquit. C'était un grattement doux, comme de petits ongles sales, venant de l'autre côté du papier peint dans chaque pièce. La maison n'était que le début. La mélodie avait trouvé une nouvelle voix. Et elle était prête à chanter.